si tu progresses pas en 3 mois, 6 mois, 1 an, si t'as pas appris des nouvelles choses, c'est que c'est pas sur la bonne route. Mais c'est pas juste apprendre un détail. Un détail, tu l'apprends en une journée. C'est que tu apprends vraiment, je sais pas, la guillotine, j'y connais rien. Si je fais que ça pendant un mois, normalement, je commence à finaliser des gens, tu vois. Donc il y a une progression. Nous, tu vois, on a des créneaux ceinture blanche au club, là. Alors, au début, ah non, faut pas mettre ça, c'est nul. C'est mes créneaux qui fonctionnent le mieux aujourd'hui. Et en fait, c'est tes élèves eux-mêmes qui te diront ce dont ils ont besoin. C'est pas toi avec tes années d'expérience, en vrai. En vrai, les chiffres, ils vont montrer ce qui fonctionne. Ce que je vois beaucoup chez les professeurs, c'est je veux ce statut de professeur, mais je l'incarne pas, en fait. C'est, bon, je peux arriver en retard, je suis habillé n'importe comment, je vais pas aller me former à côté, je vais vouloir tester à ma sauce. Nico, pourquoi il faut pas faire de préparation physique dans les cours d'arts martiaux, à ton avis? Bah parce que déjà, les gens, ils sont pas là pour ça. Et je pense que le problème, c'est plus que les professeurs sont pas compétents, ils ont pas grand-chose à enseigner, et du coup, ils vont se cacher derrière allez les gars, aujourd'hui, on va faire l'entraînement de la mort, 100 burpees, 100 pompes, 1000 squats, machin. Alors qu'en fait, il y a tellement de choses à enseigner, encore plus dans le combat au sol, enfin même MMA, boxe anglaise, boxe thaï, etc. Il y a tellement de choses à enseigner que ça sert à rien d'aller. Enfin, ça sert à rien. C'est qu'il y a beaucoup mieux à faire que d'aller faire des burpees à des combattants, quoi. Et qu'on soit bien d'accord, t'es pas en train de dire que la prépa physique pour les sports de combat, ça sert à rien. C'est une autre conversation. Ah non, bien évidemment, c'est une autre conversation. Non, non. La prépa physique, c'est vraiment important, c'est même crucial. Tu sais, en fait, bon, aujourd'hui j'ai 40 ans, donc forcément je vois l'entraînement d'une façon différente. Moi, ça fait plus de 25 ans que je pratique la lutte à livrer et les combats, le sport de combat un peu en général. J'ai fait un tout petit peu d'anglaise, un tout petit peu de muay thai, pas mal de lutte, même si mon niveau est pas ouf debout, comparé à d'autres lutteurs. Mais j'ai fait un combat au MMA. Enfin voilà, j'ai touché quand même un petit peu à d'autres trucs, mais on va dire 95%, 99%, c'était de la lutte à livrer. Et je me rends compte aujourd'hui, en n'ayant plus besoin de m'entraîner 3 fois par jour tous les jours, donc je m'entraîne entre 2 fois et 3 fois dans la semaine, que en vrai c'est un lifestyle d'être pratiquant de sport de combat. Je dis bien pratiquant et pas compétiteur. Compétiteur c'est évident, mais même pratiquant, si c'est pas ton lifestyle de bien manger, bien dormir, prépa physique, étudier un petit peu le sport, y aller au moins 3 fois dans la semaine, sinon franchement arrêtez de vous entraîner. Euh, En fait, c'est obligé de mettre tout ça si tu veux espérer progresser et avoir une pratique un peu intéressante. Parce que de se faire rouler dessus à chaque entraînement, je pense que personne ne le veut. Et si on veut pas être frustré et déçu de notre pratique au bout d'un moment, bah, je pense que c'est important. Après, bien évidemment, il y a un autre aspect aussi. Là, je parle vraiment du pratiquant. Mais après, il y a un autre aspect et on en parlera très certainement, pour les professeurs, les gérants de salles de sport, c'est justement pour pas trop frustrer ces gens-là, bah aussi de leur permettre d'avoir un sas ou d'avoir une vraie progression tranquille dans le club avec des entraînements que entre débutants, que entre intermédiaires, on va dire loisirs, compétiteurs, et après vraiment le compétiteur, parce que forcément c'est pas du tout les mêmes pratiques et c'est pas du tout la même façon d'enseigner, quoi. C'est intéressant comme question pour moi de mieux comprendre justement cette dynamique. Quels vont être les plus gros blocages quand on met des gens qui ont une disparité de niveau importante, des débutants avec des intermédiaires ou des avancés, qui y perd quoi et pourquoi? Mais en fait, tout le monde y perd. Tout le Hmm. monde y perd, et l'avancé et le débutant. Alors bien évidemment que c'est intéressant d'avoir quelques entraînements dans la semaine. Alors pourquoi pas un open mat? Pourquoi pas peut-être 2 entraînements dans la semaine où tu donnes la possibilité à tout le monde de s'entraîner ensemble. Je pense que c'est intéressant, tu vois, comme peut-être l'entraînement du vendredi soir, voilà, où ça va être un peu plus relax, où tout le monde va pouvoir un peu se mélanger. Peut-être l'open mat du week-end. Bon, mais sinon, en fait, pour vraiment, dans une optique de progression, et pas de juste on vient pour faire de la bagarre, bah dans une optique de progression, et nous, en tant que gérants de salle de sport, professeurs, de faire en sorte d'avoir des gens qui ont une belle progression technique pour aimer le sport, pour réduire les risques de blessures, et aussi, de l'autre côté, avoir une bonne rétention des élèves dans le club, bah en fait, il faut les séparer. Je veux dire, je vais pas aller apprendre le tennis en jouant avec Raphaël Nadal, tu vois. Euh, il va m'envoyer des cartouches, je vais pas réussir à les attraper. Ah ouais, mais si, mais en apprenant avec lui, tu vas apprendre plein d'autres choses. Ouais, ok, mais en fait, j'en suis pas à ce niveau-là. Lui, il est au niveau 8000 et moi, je suis au niveau 1. Donc, c'est comme si tu vas à la fac
et que tu arrives directement en cinquième année de médecine, je veux dire, ok, tu vas apprendre des trucs super avancés, mais en fait, tu vas pas réussir à les utiliser parce qu'on t'aura pas appris les choses en première année. Enfin, tu vois, quand tu mets des parallèles comme ça, tu comprends un peu mieux. Parce qu'il y en a beaucoup dans le milieu, forcément, pour ceux qui me suivent un petit peu sur Instagram, il y en a qui critiquent un petit peu, mais moi, en fait, je dénonce des choses que je vois depuis des années et qui sont pas logiques, en fait, dans notre sport. Parce que notre sport, il est jeune. Maintenant, quand tu vas regarder la boxe anglaise, quand tu vas regarder la lutte, quand tu vas regarder le judo, je veux dire, le judo, un ceinture blanche, il va pas faire un entraînement avec l'équipe olympique. Tu vois, ça semble logique. Et nous, on se dit, comme on a appris de cette façon-là, on se dit, non, mais moi, je veux reproduire ce que j'ai appris. Non, il y a plein de choses qui étaient bonnes, très certainement, de comment tu as appris, mais il y a plein de choses qu'il faut faire évoluer. Et en fait, c'est assez simple aujourd'hui. Il faut juste regarder les autres sports qui sont plus avancés que nous pour essayer de le reproduire et essayer de gagner du temps et aller plus vite, tu vois. Au lieu de casser des œufs, tu vois, c'est comme t'en as 100 des œufs, puis tu vas jeter contre le mur, puis il y en a peut-être un qui va pas se casser. Ah bah c'est bon, ce gars-là, on le garde. Non, on va essayer de garder tous les œufs, puis petit à petit, on va les renforcer, et puis on va faire en sorte qu'ils aient un maximum d'aide, de bagages techniques et d'expérience en combat pour pouvoir faire en sorte que bah, ils aiment ce sport-là, qu'ils le pratiquent le plus longtemps possible, et qu'ils aient aussi, surtout, le moins de blessures possible, parce que c'est des sports qui sont amenés à beaucoup de blessés, quoi. C'est intéressant parce que je pense que tu peux argumenter les deux côtés, hein. Tu peux avoir le point que tu viens de mettre en avant, qui est que tu veux quand même scinder les niveaux et faire en sorte que, dans une optique de développement et de progression, on ait des gens qui apprennent les bonnes choses au bon moment et qui sont avec le groupe qui va convenir à ça. Mais il y a aussi l'idée de se dire, il faut t'entraîner avec et contre des gens qui sont meilleurs que toi si tu veux progresser. Donc, est-ce que ça, c'est le vendredi soir? Est-ce que, à ton avis, c'est juste ou pas? Comment tu vois le truc? Ouais, moi, je vois pas forcément ça juste, en fait. Si l'entraînement, Hmm. et je l'ai vécu, en fait, donc c'est pour ça que je le dis. En fait, tout ce que je raconte aujourd'hui, c'est des choses par lesquelles moi-même je suis passé. C'est-à-dire que moi-même, mes entraînements à l'époque, quand j'avais 20 ans, c'était Nicolas, tu vas rester 1 heure au milieu et chacun va te passer dessus toutes les 5 minutes. Un mec qui est frais. C'était comme ça que j'ai appris. Donc aujourd'hui, je pourrais te dire aussi, ah, j'ai participé 6 fois à la DCC, c'est comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça que ça a marché pour moi, et donc tout le monde doit faire comme ça. Bah, en fait, j'ai eu une hernie discale, j'ai mes épaules qui se sont déboîtées, donc j'ai dû me faire opérer. Bon, le ménisque, je pense que bon, c'est pas grand-chose, mais quand même, bon, j'ai eu quand même des opérations que j'aurais peut-être pu éviter si j'avais Hmm. pas fait des entraînements de la mort qui tuent comme ça, quoi, tu vois. Bien évidemment, quoi, tu peux en faire de temps en temps, mais quand ton entraînement c'est quasiment que ça, c'est pas une bonne chose. Et on le sait. C'est comme, tu vois, j'en parlais aussi avec notre coach de MMA du NR Fight Club, Jean Ndoye. Donc Jean Ndoye, grand combattant de MMA, une belle carrière, mais sa carrière malheureusement elle a été arrêtée parce que trop de blessures. Il voit plus très bien d'un œil, trop de coups à la tête, etc. Beaucoup de blessures. Et en fait, lui, aujourd'hui, du coup, après être passé par tout ça, bah, il se dit, ouais, bah, attends, je vais encadrer les gens d'une autre façon, tu vois, je vais un peu plus les sauvegarder. Non, on peut pas dire, je crois pas que c'est ça, mais je vais les préserver euh, pour, Hmm. euh, pour faire en sorte qu'ils puissent pratiquer le plus longtemps possible et qu'à la fin de leur carrière, s'ils font une carrière, là, on parle de combattants de haut niveau, bah, qu'ils soient pas complètement cassés. L'objectif, c'est pas ça. Je pense qu'à partir du moment où le sport, il te détruit, je pense que ta pratique, elle est pas saine, elle est pas bonne, tu vois. Le sport, il est pas là pour te détruire. Je sais pas, c'est comme la religion. La religion, elle est pas là pour te détruire ou détruire les autres. Au contraire, c'est pour nous aider à vivre ensemble, être bien dans sa tête, etc. Bah là, c'est la même chose. Le sport, il est là pour nous aider à vivre ensemble, se sentir bien dans sa peau, gagner en confiance. Enfin, tu vois, c'est quelque chose qui est bon normalement pour nous. C'est pas là pour nous détruire physiquement. Donc vraiment, ça c'est le truc, le red card, c'est si tu vois que le sport il est en train de te détruire, c'est que ta pratique elle est pas bonne. Donc, tu as parlé des blessures et même des blessures qui vont peut-être arrêter une carrière de combattant, mais est-ce qu'il y a des signes précurseurs? Est-ce qu'il y a des choses qu'on arrive à déceler avant même d'arriver à la blessure qui nous aident à savoir, OK, là, peut-être que je m'entraîne trop dur ou peut-être que cet entraînement, il n'est pas approprié pour moi? Comment est-ce que tu jauges ça sans être directement dans la blessure? Ouais, bah déjà, je pense que à partir du moment où ça t'affecte mentalement, ton entraînement, c'est pas bon, tu vois. C'est que tu le prends pas de la bonne façon. En fait, ça doit être un jeu. Ça doit être un jeu. Si tu veux être compétiteur, alors voilà, ça dépend aussi de quoi on parle, hein. Pas si on parle loisir ou compétiteur, mais en vrai, j'ai même déjà vu des loisirs qui prennent pas leur pratique par le bon angle et du coup,
ça les affecte et ils se sentent pas bien. À la base, c'était là pour les aider, ça les a aidés jusqu'à un certain moment. Puis après, c'est ouais, mais je progresse pas. Ouais, mais je suis nul. Ouais, mais si je suis ça, j'essaye, mais j'y arrive pas. Ouais, mais il y a très certainement quelque chose qui va pas en fait. Tu le prends pas sous le bon angle. Donc déjà, je pense que rien que cet aspect-là mental, il est important et je pense que ça commence par là déjà dans un premier temps, tu vois. Après, bien évidemment, il faut être un minimum. Si tu veux être compétiteur de haut niveau, gagner et tout, il faut être un minimum obsédé par ce que tu veux faire. Mais il faut pas être obsédé par le fait de vouloir gagner tes sparring. Ça sera la finalité en fait. C'est-à-dire que jusque-là, qu'est-ce qui va t'amener à gagner? Bah, c'est plein de petites actions, les bonnes actions, qui vont faire que tu vas y arriver vers cet objectif de gagner dans un premier temps tes sparring et après de gagner tes combats. Et ces petites actions, c'est quoi? Bah, c'est d'apprendre la technique, de l'intégrer, de la comprendre, essayer après de la reproduire face à quelqu'un qui ne se laisse pas faire. C'est ça le secret. C'est facile de faire un gauche-droite dans le vent. Maintenant, on va faire un gauche-droite face à quelqu'un qui se déplace, qui va t'en remettre une, qui va te contrer. C'est une autre histoire. Bah, c'est pareil pour nous au sol. Faire une clé de bras face à quelqu'un qui gâche ses bras, ça n'a rien à voir. Donc, en fait, c'est nous, les professeurs, on est là pour transmettre la technique. Si on a partagé notre expérience de combat, c'est pas tout le monde qui a ça, mais c'est pas grave. Maintenant, ceux qui ont cette chance-là, par exemple, moi, bah, j'ai quand même un petit peu d'expérience de combat, donc ça, je peux un petit peu le transmettre sur certaines situations de combat, tu vois, que je maîtrise un peu plus que d'autres. Et après, c'est d'essayer de guider les élèves pour que eux-mêmes, en fait, ils arrivent à reproduire les techniques dans une situation de combat, de stress, quand l'autre il sait pas faire, l'autre il bouge, il est pas mort, tu vois, il a du cardio, que toi tu as ton cardio qui diminue un petit peu. C'est ça notre boulot de coach en fait, c'est de faire en sorte qu'ils arrivent à reproduire la technique, de les aider à reproduire la technique en situation de combat. Ça me fait penser aux 3 I de Portal. En tout cas, c'est avec lui que je les avais vus en premier. C'est isoler, intégrer, improviser. Donc d'abord, tu isoles la compétence. Ensuite, tu l'intègres de manière un peu plus peut-être complexe ou spécifique. Et après, tu as le combat, le sparring, où tu vas devoir te démêler et faire ce qui est juste pour avancer. C'est ça? Ah, c'est exactement ça. Je connaissais pas, mais voilà, maintenant que tu me l'as dit. Top. Et je pense que c'est exactement ça en fait. Et là où on va avoir le talent, c'est dans l'improvisation par la suite. Mais l'improvisation, elle se fait pas Hmm. au début. Il faut Hmm. d'abord comprendre les bases qui peuvent être un peu embêtantes au début. On veut pas forcément faire ça, mais et puis petit à petit avancer, commencer à essayer de reproduire vraiment purement la technique comme on l'a appris. Et puis au fur et à mesure, on va devoir improviser parce que de toute façon, le mec en face, il va avoir des réactions. L'angle va être différent. Le mec, il fait 2 mètres, l'autre, il fait 1,20 m. Je sais pas, il y en a un, il va serrer, l'autre, il va plutôt repousser. Enfin, toutes ces choses-là, après, il va falloir improviser. Et c'est là où, en fait, si on a un bon professeur, bah, on va pas paniquer parce qu'on va se dire c'est normal, ça fait partie de l'apprentissage. Et des fois, malheureusement, il y a des professeurs bah, qui vont s'exciter et qui vont vouloir qu'on fasse un peu les choses en force ou autre ou différemment. Et ça peut, en fait, nous nuire un petit peu mentalement et même nuire à notre pratique, en fait. Ça, c'est clairement, je pense, quelque chose qui vient aussi avec peut-être l'expérience du terrain et Mhm. l'expérience d'enseigner et de transmettre, le fait de se retenir, en fait, de vouloir dire quelque chose tout le temps. Et en fait, de, comme tu as dit, laisser faire et laisser le temps aussi faire les choses parce que juste parce qu'il y a une erreur, ça ne veut pas dire qu'elle doit être corrigée maintenant. C'est peut-être pas le bon moment et peut-être que si tu fais bien les choses, eh ben, c'est une erreur qui va se corriger un petit peu toute seule. Donc quand toi tu enseignes, comment est-ce que tu décides si c'est le bon moment pour intervenir et dire quelque chose ou alors tu vois quelque chose qui va pas mais tu te dis on va laisser, on va voir ce qui se passe après ou peut-être que c'est juste pas le moment d'attaquer ce problème-là. Ouais, alors ça va dépendre de deux choses. Déjà, la première chose, si j'ai un public lambda, c'est pas péjoratif, hein, mais on va dire tout niveau, même si c'est un peu des compétiteurs ou pas. Moi, l'idée, ce que je fais en général, c'est je montre la technique déjà dans un premier temps, et je les laisse répéter et je dis quasiment rien. J'observe juste. En observant, je vais voir en fait très souvent ce qu'ils ont pas bien compris, donc ce que moi j'ai peut-être mal expliqué, ou ce sur quoi je suis pas assez resté peut-être. Et du coup, je vais regarder. Si c'est un truc général, je vais attendre qu'ils se trompent assez, parce qu'en fait, le cerveau, il va se rappeler plus facilement, il va mémoriser plus facilement si tu le choques un peu. Donc, si c'est retrouvé dans la situation et qu'il s'est dit, attends, c'est bizarre, je le fais comme ça, mais il y a un truc qui va pas. Je sais pas pourquoi il a dit qu'il fallait se relever, mais j'ai du mal à me relever, il y a le mec qui est sur moi, j'arrive pas à bien faire et tout. C'est bizarre, il y a un truc que je dois mal faire. Et après, ok, stop. Ok, bon, comme tout le monde est un peu en train de faire la même erreur, je vais corriger ici, comme ça tout le monde va voir. Et là, quand tu corriges, en fait, le mec dit, ah ouais, ok, j'ai compris.
Ah ouais, tu sais, tout le monde a dû vivre ce truc-là, ce petit déclic au moment de revoir la technique, c'est de se dire, ah ouais, putain, je le faisais mal, j'ai compris maintenant. Et du coup, après, quand ils vont le refaire, ils vont le refaire bien. Ou alors, si c'est un truc que je vois, il y a un élève par-ci par-là qui font mal des trucs, je vais les laisser un peu se tromper, et après, je vais aller les voir. Encore une fois, pour qu'il y ait un petit peu ce déclic-là de, ah ouais, ok, j'ai compris. Parce qu'une autre chose aussi, c'est que certains d'entre eux ne se sont jamais retrouvés dans cette situation-là. Je sais pas, par exemple, euh, je veux passer la garde, donc je suis au-dessus en lutte à livrer. Je veux passer la garde de mon adversaire. Pour ceux qui connaissent un peu plus le MMA, bah, je suis entre les jambes et je veux passer et arriver sur le côté ici. Ah bah il a plusieurs armes pour se défendre. Et on imagine, je me suis jamais retrouvé dans une situation où mon adversaire il défend avec ses mains, tu vois, il me repousse. Bah si je me suis jamais retrouvé dans cette situation-là en combat, au moment de la répétition technique, ça va pas trop me parler parce qu'en fait je me suis jamais dit putain mais qu'est-ce que je peux faire face à un mec comme ça. Et donc s'il se retrouve à ce truc-là, il retrouve ça au moment de la répétition technique et qu'après je lui corrige ça, ça va beaucoup plus lui parler parce qu'il se sera retrouvé vraiment dans cette situation-là. Maintenant, une autre chose, c'est par exemple, là, il y a quelques semaines, j'entraînais Morgan, là, qui est à l'UFC. On a fait une petite semaine ensemble pour essayer de corriger deux, trois trucs au sol. Et tu vois, on avait une semaine. Donc, j'avais pas le temps de laisser le truc pendant 3 mois, tu Hmm. vois, qui progresse tranquillement. Du coup, j'étais un peu obligé de le corriger régulièrement. Parce que il a aussi, c'est un athlète de haut niveau. Donc il a cette faculté quand même à se rappeler de beaucoup plus de choses et de beaucoup plus vite capter parce qu'il s'est beaucoup plus retrouvé dans ces situations-là. Et donc il a rencontré ces problématiques-là. Et donc, je me suis permis de beaucoup plus le corriger à chaque fois, à tel point que même lui il m'a dit ouais, tu me corriges trop. Je dis mais Morgan, on n'a pas le temps, on a une semaine. Donc après, c'est à toi, derrière tu te démerdes, tu vois. C'est toi-même, tu vas prendre des notes, tu fais des choses, tu vois. On filme et puis après tu le lâches avec toi. Mais on n'a pas le temps, on n'a qu'une semaine. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tout dépend, Hmm. voilà, le profil de la personne, mais c'est vrai que certains mecs un peu plus haut niveau, tu peux te permettre un peu plus de les corriger régulièrement parce qu'ils vont pouvoir intégrer beaucoup plus, tu vois. Est-ce que tu penses que dans les sports, on peut appeler ça des sports, des arts martiaux, des sports de combat, parce que la boucle de feedback est tellement plus rapide que dans d'autres sports ou des sports individuels où peut-être tu pratiques avec ta barre d'haltéro ou avec une charge ou avec un autre mouvement, parce que la boucle est tellement plus rapide, parce qu'en gros, si tu te trompes, ben, tu te fais prendre et t'es out. La courbe de progression est beaucoup plus rapide. Est-ce que tu penses que c'est le cas ou pas? Est-ce que tu connais le point commun entre un sprinter sur piste et un cheval de course et quelles méthodes ils utilisent tous les deux pour maximiser leur performance? Je te partage cette découverte et bien plus dans mon guide cardio gratuit qui a déjà été suivi par plus de 4500 coachs et athlètes. Retrouve le lien dans la description pour y accéder gratuitement. Ouah, je pense pas. Je pense pas parce que comme on l'a dit, il y a tellement de profils différents de combattants. Hmm. Ton objectif, en fait, c'est d'essayer de trouver enfin, c'est de réussir à t'adapter à n'importe quel style, à n'importe quel combattant. Les réactions sont pas forcément toujours pareilles. Hmm. Non, ça prend du temps. Mais en même temps, c'est pas normal que ça en prenne trop, tu vois. Hmm. Tu vois, ça me fait penser à un truc, c'est que moi, par exemple, à l'époque, je me focusais tellement sur des petits trucs qu'en fait, sur mon niveau général, ça montait plus beaucoup, tu vois. Alors qu'aujourd'hui, du fait de me focus sur, j'attaque une situation, j'essaie de vraiment la voir en profondeur. Ok, j'ai progressé ici. Maintenant, j'en attaque une autre. Ok, maintenant j'en attaque une autre. Alors qu'avant, je restais vraiment sur deux, trois situations qui pour moi étaient les plus importantes à l'époque. Et du coup, en fait, ça faisait que mon niveau général ne montait pas très vite. Tout ça Hmm. pour dire quoi? Tout ça pour dire que si justement votre niveau, vous avez l'impression que c'est pas normal que votre niveau, en 3 mois, il évolue pas drastiquement. C'est pas normal en fait. C'est que derrière, bah, soit vous n'êtes pas assez entraîné, donc ça, c'est après, c'est autre chose, mais c'est que derrière, vous n'avez pas fait ce qu'il y avait à faire, c'est-à-dire de vous focus vraiment sur une situation de combat et de l'avoir du début jusqu'à la fin, de A à Z. Ok, là, au début, j'y connaissais pas grand-chose, donc on va imaginer que j'étais peut-être ceinture blanche ici. Et ben à la fin des 4 semaines, 8 semaines, 12 semaines, eh bien j'ai un niveau de compréhension et de pratique d'un niveau ceinture bleue, peut-être violette, peut-être marron, tu vois, parce que j'aurais vraiment travaillé en profondeur cette situation-là, j'aurais vu les principes, j'aurais vu toutes les premières techniques de base, j'aurais réussi à les connecter, j'aurais compris ce qu'il faut faire,
Et au moins, j'aurais vraiment progressé. Et en faisant ça vraiment par situation, bah, en fait, je vais rajouter. Bah, au bout d'un moment, mon niveau général, ça fait que je suis ceinture noire. Tu vois, si on imagine avec les ceintures. Donc, je pense que c'est vraiment important. Et donc, je pense que, ouais, je sais pas. Quoi qu'il arrive, si tu progresses pas en 3 mois, 6 mois, un an, si t'as pas appris des nouvelles choses, c'est que t'es pas sur la bonne route. Mais c'est pas juste apprendre un détail. Un détail, tu l'apprends en une journée sur un entraînement. C'est que tu apprends vraiment, je sais pas, la guillotine, j'y connais rien. Bah, si je fais que ça pendant un mois, normalement, je commence à finaliser des gens, tu vois. Donc il y a une progression. Je commence à mettre des guillotines. Après, bon, bah voilà, la guillotine, j'ai un peu vu. Maintenant, je vais essayer de le connecter au triangle de bras. Ok, je vais faire des triangles de bras, donc étranglement. Et ainsi de suite. Et après, je vais les connecter. Et après, je vais rajouter autre chose. Après, on va voir autre chose. La rétention de garde. Donc, je suis sur le dos, j'empêche mon adversaire de passer. Je vais travailler ça. Là, ça me demande un peu plus de temps. 8 semaines, 12 semaines. Oh, au bout d'un moment, putain, plus personne passe ma garde. Là, j'ai vraiment progressé. Et donc, quand tu regardes, quand tu mets tout ça bout à bout, au bout d'un an, bah, tu as vraiment progressé. Maintenant, il faut avoir le coach qui est capable de te guider comme ça, pas à pas, semaine après semaine, année après année, pour faire en sorte qu'au bout de, normalement, c'est à peu près 5 ans de pratique, bah, tu arrives à avoir un niveau général de ceinture noire, tu vois. Donc, tu décrivais ce processus d'apprentissage, on va dire, par étape et peut-être par thème ou sujet ou position ou technique. Je pensais à on va dire la préparation physique au sens très très large et plus particulièrement au CrossFit où peut-être qu'on a cette panoplie en fait d'options et de possibilités et de techniques à apprendre. Mais j'ai l'impression qu'avec la situation que tu décrivais, en fait, le sport de combat nécessite d'entrée de jeu plus de structure pour pouvoir bien progresser. Là où, en gros, tu peux lancer plus ou moins n'importe quoi à quelqu'un en termes de mouvement et de domaine temporel et de rep en CrossFit, par exemple. Et si c'est un débutant ou une débutante, pendant la première année, 2 ans, voire 3 ans, voire pour certains plus, tu lui donnes n'importe quoi, ça va fonctionner. Je ne dis pas que le CrossFit c'est n'importe quoi, bien entendu, Mmh. mais je dis que tu as peut-être plus de liberté dans le développement au début parce que au final, tant que c'est un stimulus qui est assez important pour faire progresser la personne, il n'y a pas forcément besoin de tonnes de structure. Est-ce que tu le vois comme ça ou en gros, il faut dans les sports de combat et notamment dans ces sports très techniques, une ligne directrice un petit peu plus cadrée pour la progression? Ouais, moi, je vois la progression de la même façon, en fait, que le CrossFit ou que la prépa physique. La prépa physique, si tu peux pas faire n'importe quoi. C'est-à-dire que tu es obligé d'avoir de la technique. Si t'as pas de technique, bah, tu vas Mm. te blesser, tu vois. Enfin, je pense pas que c'était exactement ça que tu disais, mais je pense que le parallèle, il va se faire pareil, tu vois. C'est ceux qui font du CrossFit Mm. ou qui font de la prépa physique. Forcément, dans la façon dont tu vas pousser ta barre, bah, tu n'auras pas les mêmes résultats. Donc la technique va t'amener plus de résultats. Bah, là, ça va être la même chose. Maintenant, les coachs vont avoir des choix à faire dans les situations qu'ils vont choisir. Tu vois, il y en a qui vont dire comme on se retrouve au début, comme on a beaucoup plus de champs, et ça c'était plutôt mon parti pris à l'époque, de un débutant, il va se retrouver forcément pris en dessous, tu vois, genre position montée, donc le mec il est à cheval sur toi, ou alors il est sur le côté, enfin, en gros, on imagine déjà qu'il t'a dominé. Donc c'est déjà de savoir sortir de ces positions où tu t'es fait dominer pour après apprendre le reste. Euh, donc ça, c'était la première chose que j'essayais d'enseigner. Et aussi en parallèle, j'essayais quand même d'apprendre quelques soumissions dures comme clé de cheville, guillotine, pour que quand même, tu vois, ils puissent se faire plaisir et ils puissent quand même surprendre des petits gars comme ça. Aujourd'hui, j'ai un parti pris un peu différent où plus orienté, tu vois, on va dire d'une culture de l'enseignement du JJB au début, où on va apprendre plutôt à défendre la garde, à être à l'aise en dessous, à passer la garde. Donc avoir plutôt cette situation-là, parce qu'en vrai, c'est cette première situation dans laquelle tu te retrouves en fait. Donc bien évidemment, au début, tu vas te faire passer, mais encore une fois, si tu as réussi à isoler tes débutants et les mettre que entre eux, bah normalement, tu vas pas trop souffrir et tu vas pas non plus te faire passer tout le temps la garde parce que tu seras face à des gens de ton niveau. Donc je pense que c'est pour ça que c'est vraiment important aujourd'hui. Nous, tu vois, on a des créneaux ceinture blanche au club là. Donc ça fait un an maintenant qu'on a ça. Alors au début, ah non, faut pas mettre ça, c'est nul, c'est machin et tout. C'est mes créneaux qui fonctionnent le mieux aujourd'hui. Et en fait, c'est tes élèves eux-mêmes qui te diront ce dont ils ont besoin. C'est pas toi, tu vois, c'est pas toi avec tes années d'expérience en vrai. En vrai, les chiffres, ils vont montrer ce qui fonctionne. Donc des- après, faut prendre des gens qui connaissent rien, tu vois. Le mec qui a
du coup, les anciens, ils se plaignaient. Ah ouais, mais ça fait des créneaux en moins pour nous, et blablabla. Donc, il y a le côté égoïste qui ressort de ah, mais Mm. moi. Ouais, mais attends, calme, on va penser aussi à ceux qui arrivent. On va te retirer 2 créneaux dans la semaine, et t'en as 3, 4 par jour au club, tous les jours. Donc, calme-toi, tu vas en perdre juste peut-être 2 dans la semaine, 3 dans la semaine. Bah, ces créneaux-là, ceinture blanche, c'est les créneaux qui fonctionnent le mieux. Pourquoi? Parce que les gens, ils ont. Tu sais, c'est comme dans une salle de musculation. Imaginons, j'ai jamais fait de muscu, je suis tout maigre ou je suis gros, obèse, tu vois, bref, j'ai pas de forme physique. Je vais dans une salle de prépa, une salle de musculation. Imagine, je vais dans une salle de musculation où j'ai que des mecs balèzes, dopés, stéroïdés, énervés. Ils ont tous des biceps, ils soulèvent des barres. Et moi, j'arrive, je prends mon petit 2 kilos comme ça et je fais ça. Tu penses que je vais me sentir à l'aise? Je vais jamais revenir dans cette salle-là. Sauf si je suis le mec énervé, psychopathe, obstiné, blablabla. Ok. Mais c'est 1%, même pas, c'est 0,1%. Donc, si par contre ce mec-là, on le met avec d'autres mecs comme lui, avec des mecs un petit peu devant lui, un petit peu derrière lui, il va pas être, tu vois, si on lui apporte vraiment ce qu'il a besoin au moment X, eh bien, il va progresser petit à petit. Et puis après, c'est la personnalité de la personne qui va faire qu'il va aller plus loin ou pas, peu importe. Nous, en tant que coach, on a ce besoin de les accompagner, de leur donner vraiment la technique qu'ils ont besoin à chaque étape de leur pratique. Ah ouais, mais moi, Nico, je suis en association, j'ai que 2 créneaux dans la semaine. Mon gars, ouvre ta propre salle ou bats-toi pour avoir plus de créneaux, c'est pas mon problème, tu vois. C'est, tu veux faire les choses, tu veux avoir ce statut de professeur et d'être leader, et ben, sois leader jusqu'au bout, va chercher, c'est pas juste je veux le statut, tu vois. C'est pareil, il y a beaucoup de professeurs, ils veulent juste le statut de professeur, parce que bah, dans leur village ou dans leur ville, ah, je suis le professeur, machin, ah, c'est le coach de boxe, ah, c'est le machin. Ok, maintenant va chercher les choses pour essayer d'aider ton groupe du mieux que tu peux, tu vois. Donc, pour répondre à ta question, je pense que c'est pareil, parce que, encore une fois, si t'as pas les bonnes techniques, si t'as pas les bonnes choses, bah, tu vas beaucoup te blesser, tu peux être vite même dégoûté. Tu vois, en vrai, je sais pas, un soulevé de terre, si t'as pas la bonne technique, bah, tu vas pas soulever lourd, bah, au bout d'un moment, tu vas stagner, et puis tu vas voir les autres qui vont aller plus loin, tu vas pas comprendre, tu vas te blesser, tu vas vouloir soulever plus lourd, tu vas te blesser. Donc, je pense que c'est à peu près pareil. Après, bien évidemment, peut-être dans notre sport, il y a quand même beaucoup plus de situations à voir, et donc ça peut prendre relativement beaucoup plus de temps, quoi. Pour ceux qui connaissent peut-être pas très bien la lutte à livrer comme moi, est-ce que tu pourrais nous faire un petit tour d'horizon de l'histoire de ce sport? Tu as dit que c'est un sport qui est jeune, donc donner peut-être des points de référence par rapport à d'autres sports que les gens connaissent et pour se donner une petite idée de ce que c'est au final comme discipline et peut-être les similarités et les différences par rapport à un JGB qui est assez proche et peut-être d'autres aussi. Ouais. Euh, Déjà, la première chose, c'est que ce sport, il est jeune, mais c'est peut-être l'un des plus anciens. C'est-à-dire que quand tu regardes un petit peu les peintures, les sculptures à l'époque, l'époque romaine, l'époque de la Grèce antique, etc., bah, tu as régulièrement David contre Goliath, ou je sais plus lequel, qui fait une guillotine. Il y en a même un qui fait une clé de cheville, même une clé de talon. Ça a toujours existé. Et ça a même, je pense que c'est même plus ancien que la boxe. C'est pas naturel de venir mettre des coups dans un visage. Notre poing, il est pas fait pour ça. Notre visage, il est pas fait pour ça. Par contre, attraper quelqu'un, enfin voilà, cette préhension qu'on a naturellement. Quand tu regardes des enfants, bon, ils peuvent se mettre des tartes, ok, mais ils se mettent pas des coups de poing. Et en général, ils font quoi? Moi, mes enfants, je sais pas, des 6 mois, 1 an, ils s'attrapaient et puis ils se bagarraient dans le lit, mais ils se tapaient pas. Ils prenaient la position montée, ils venaient dessus et tout. Donc c'est jeune, on va dire, dans la pratique peut-être, mais ça a toujours existé en fait, la lutte à livrer. Avant, ça s'appelait le pancration, et après, ça a été le catch as catch can, après, c'était le catch wrestling, toutes ces choses-là. Euh, et en fait, ça s'est vraiment développé, comme toujours. Le Brésil, ils aiment bien prendre un sport, ils le transforment à leur sauce, et puis ils mettent un autre nom. Ils ont peut-être essayé de faire ça avec le football, mais ils n'ont pas réussi. C'était tellement gros mondialement qu'ils n'ont pas réussi. Mais tu regardes le foot à l'époque brésilien, c'était quand même rien à voir avec le reste, il me semble. Je suis pas un spécialiste, mais bon. Et en fait, c'était à l'époque, le début du XXe siècle, les marins européens qui pratiquaient déjà de la lutte. Mais c'est pas comme quand je te dis lutte aujourd'hui, tu vois la lutte olympique. En fait, la lutte à l'époque, c'était déjà de la lutte avec des clés. Il y a toujours eu la lutte, elle a toujours été pratiquée avec des clés en fait. Clés de bras, étranglement,
Kimura. Tu regardes un petit peu, ça a toujours été pratiqué comme ça. C'est que par la suite qu'il y a eu cette différenciation avec la lutte olympique où il n'y a plus de soumission et c'était l'objectif de faire passer sur les épaules. Et puis après, bah, du coup, de l'autre côté, un peu le catch avec ce côté spectacle et ce côté spectaculaire et avec des clés, mais qui n'étaient pas forcément vraies. Il y a eu aussi cette séparation à un moment entre, tu vois, il y a un moment, c'était, ça se cassait les bras, ça se blessait vraiment. Enfin, tu vois, dans les arènes, les gladiateurs et tout, c'était jusqu'à la mort. Bon, il y a un moment, on a compris, il fallait arrêter de faire ça. Du coup, on est parti dans un autre sens complètement avec le catch. Et donc après, il y a eu entre les deux la formation de la lutte à livrer, donc plusieurs années plus tard. Du coup, comme je disais, quand il y a eu les marins qui sont allés au Brésil, qui ont commencé à enseigner localement ce catch wrestling, mais qui n'était pas du catch comme on l'entend nous, mode vraiment que spectacle et un peu faux, mais ce côté en vrai réel du combat, tu vois. Tu t'attrapes, tu dois faire une clé, tu dois faire abandonner l'autre. Et donc par la suite, les Brésiliens ont vraiment développé ça et ont gardé ce truc-là et sont pas passés du côté de la lutte olympique, comme nous on a pu le faire en Europe ou aux États-Unis. Et donc ils ont gardé ce côté avec toutes les clés en fait articulaires, les compressions musculaires et les étranglements. Et on appelé ça à terme la lutte à livrer, qui veut dire lutte libre en fait, tout simplement. Donc tu es libre de saisie, enfin il n'y a pas de tissu en fait. T'as pas le droit d'attraper le tissu ou autre. Donc voilà. Maintenant, pour faire simple, si vous voyez le MMA, et j'imagine que vous voyez le MMA, bah c'est la même chose que le MMA, sauf qu'on n'a pas le droit de frapper. C'est aussi simple que ça. Donc on a le droit Mm. de lutter, amener au sol, contrôler, finaliser. L'objectif, c'est de soumettre l'adversaire. Donc que l'adversaire abandonne, dit stop, je veux plus. Et à travers ça, bah, en fait, tu as le droit à toutes les clés articulaires. Alors bah, avec le temps, il y a des clés qui ont été quand même retirées parce que c'était quand même des clés graves, surtout les clés de nuque, où tu peux être derrière paralysé. Donc ça a été arrêté. Dans certains clubs, ils continuent de les pratiquer et tout. Moi, je les montre jamais en France en tout cas, mais au Brésil, dans certains clubs, ils continuent de le faire. Quand j'y vais, j'essaie de faire attention justement. Je fais beaucoup plus, ouais, enfin, je fais attention à ce qui se passe, quoi. Attentif, ouais. Mais ouais, je suis attentif. Mais du coup, ouais, je les enseigne pas en France dans mes clubs. Voilà, et du coup, la différence avec le jiu-jitsu brésilien, bah, c'est assez simple. Déjà, l'histoire, c'est pas du tout la même. On n'a pas les mêmes origines. Eux, ils viennent plutôt du jiu-jitsu, judo. Voilà, ouais, il y en a, ils vont dire, ah, c'est jiu-jitsu ou non, c'est le judo. Bref, peu importe. C'est ce qui venait du Japon, ce qui a été ramené au Brésil, ça a été transmis au Gracie et à d'autres aussi. Et du coup, après, ça s'est développé pareil, voilà, la brésilienne, quoi. On va transformer ça. Euh, Nous, ça vient plutôt du coup du catch wrestling, catch as catch can, etc. D'ailleurs, quand on regarde un petit peu, pour ceux qui connaissent des combattants comme George Barnett, Eric Paulson, enfin tous ces mecs-là, bah, ils ont le style lutte à livrer. Enfin, en fait, ils ont le sport qui est à l'origine de la lutte à livrer, qui pratique. Et donc, on reconnaît assez bien le style. Voilà, après, bien évidemment, c'est la pratique avec le tissu. Eux, ils ont un kimono, nous, on n'en a pas du tout. Alors, je ne veux pas rentrer dans tous les détails, je risquerais d'ennuyer un peu nos auditeurs, mais nous, tu vois, en lutte à livrer, à l'époque, ça se pratiquait en ski bar, tu vois, en maillot de bain, tu vois, ça pouvait se pratiquer en maillot de bain. Aujourd'hui, on a un short, on a un rash guard, donc un t-shirt collé. On peut mettre la ceinture aussi. Nous, dans notre école, on met la ceinture, parce que comme ça, on sait qui est ceinture noire, qui est ceinture blanche. Tu vois, tu vas pas te tourner de la même façon. Euh, voilà, et puis bah forcément derrière, c'est comme le judo et la lutte. C'est l'objectif, il reste le même, mais au final, les formes de corps, les saisies, tout est quand même en profondeur différent. Et au final, ça amène beaucoup de techniques qui sont différentes, tu vois. Je veux dire, en kimono, tu m'attrapes ici, bah, il va falloir connaître un peu de technique pour enlever. En lutte à livrer, tu m'attrapes là, bah, je l'enlève assez facilement, la saisie, normalement. Enfin voilà, il y a plein de choses qui vont être différentes, même si l'objectif reste le même. Et nous, en lutte à livrer, c'est beaucoup plus orienté. Enfin, les séquences qu'on va beaucoup plus travailler à l'entraînement, ça va être la lutte debout. Donc, on va travailler beaucoup plus la lutte debout que en jiu-jitsu brésilien, par culture, ok. Bien évidemment, après, il y a des clubs qui vont travailler beaucoup la partie debout en jiu-jitsu brésilien. Mais nous, dans notre sport, quoi qu'il arrive, c'est toujours beaucoup travailler debout. Et au sol, on va beaucoup travailler les soumissions comme guillotine, triangle de bras et toutes les attaques sur les chevilles, clés de jambes. Quelque chose qui, guillotine, triangle de bras en jiu-jitsu brésilien, jusqu'à il y a pas très longtemps, c'était jamais travaillé. Parce que tu as un kimono, parce que c'est difficile à faire en kimono, ça n'a pas trop de sens. En général, tu vas plutôt chercher à étrangler avec le kimono.
Donc voilà, c'est plein de petites différences comme ça. Ah, si ça vous intéresse, j'ai fait des vidéos sur ma chaîne YouTube Nicolas Renier ou NRFight, vous pouvez aller voir. J'ai mes 10 différences entre la lutte à livrer et le jiu-jitsu brésilien que j'ai écrites avec le temps parce que moi j'ai toujours été très curieux. Je pense que je suis la personne je me suis le plus entraîné dans les clubs, dans le monde entier, que ce soit jiu-jitsu brésilien ou lutte à livrer. Je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup qui ont fait cet effort-là d'aller aussi dans des clubs de lutte à livrer, de découvrir, de s'intéresser, et du coup de voir vraiment la différence. Parce que c'est facile de dire, ah moi je vois pas de différence. Va t'entraîner dans un club de lutte à livrer, va t'entraîner dans un club de jiu-jitsu brésilien, et tu verras que normalement il y a quand même des différences dans la façon de s'entraîner, quoi. Donc voilà. Si vous êtes curieux, allez voir. On mettra le lien dans la description pour les curieux justement. Et au-delà de l'aspect technique et de la pratique du sport, au niveau culturel, c'est quoi les grandes différences avec le jiu-jitsu brésilien, tout ce qui est, on va dire, pas hors tatami, mais hors de l'interaction, on va dire, des combattants entre eux. Merci à All You Need Nutrition de soutenir ce podcast. Si tu ne les connais pas encore, All You Need, c'est la marque de compléments de haute qualité made in France pour ceux et celles comme toi et moi qui s'entraînent. Moi, j'adore utiliser leur whey, leur collagène et leur créatine dans mes shakers d'entraînement et tous les soirs, une petite tasse d'eau chaude avec leur night qui m'aide à bien m'endormir et à très bien dormir. Aussi, tu peux utiliser le code UPSIDE, UPSIDE, pour bénéficier de 10% sur ta prochaine commande. Et maintenant, retour à la conversation. Ouais, bah en fait, les deux sont d'origine brésilienne et les deux sont de Rio, tu vois. Enfin, ça a été vachement développé à Rio. En fait, le jiu-jitsu brésilien, ils ont été. Enfin, moi, je suis admirateur de ce qu'ils ont réussi à faire pendant toutes ces années, tu vois, de comment ils ont réussi à développer leur club à travers le monde. C'est des mecs qui ont une vision dès le début. Ah, mais attends, on a de l'or dans les mains. C'est quelque chose. Si le mec, il a jamais pratiqué, mais il a zéro réponse contre nous. Tu vois, il y avait un de mes profs là dans mon accompagnement qui disait un truc intéressant. Je sais pas si je vais réussir à bien le redire, mais en gros, euh, un mec qui a jamais boxé, bah, il peut quand même être dangereux, tu vois. Il n'y a pas besoin d'avoir fait absolument un cours de boxe pour envoyer une droite dans la tête de quelqu'un ou frapper quelqu'un ou comprendre que si quelqu'un veut te frapper, tu peux te protéger. Enfin, tu vois, il y a des trucs qui sont assez naturels. La lutte, c'est un peu pareil. Tu vois, quelqu'un, il peut quand même être embêtant, il a un peu de physique, il t'attrape la jambe, il te jette par terre, enfin, tu vois, tu le vois, même des fois dans des combats dans la rue, les mecs, ils s'attrapent, puis bah, il y en a un qui ramène au sol, enfin, tu vois, et, et c'est souvent, bah, forcément le plus physique ou le plus énervé. Donc, en fait, boxe et lutte debout, même si t'as jamais pratiqué, c'est assez naturel et tu vas faire des choses parce que t'as toujours vu, très certainement. Alors que le combat au sol, si t'as jamais pratiqué, va t'amuser à étrangler quelqu'un qui s'est jamais fait étrangler. Comment il va réagir? Alors que bon, naturellement, il faut venir protéger. Tu vois, les mecs ils sont. Va étrangler des mecs, des amis. Moi, quand j'ai commencé, ça m'amusait. J'allais étrangler des amis à moi du lycée, tu vois, du collège, et ils étaient mais complètement en panique. Et à force de que je les étrangle une fois, deux fois, trois fois, après ils comprenaient que bon, faut pas paniquer parce que tu vas pas mourir au bout de 3 secondes. Tu peux défendre en venant attraper les bras, et ainsi de suite. Mais quelqu'un qui a jamais eu de connexion qui a jamais fait un cours, il sait pas. Genre, en fait, on sait pas dans quelle position faut être au sol. Faut que je sois au-dessus, en dessous. Attends, le mec, il combat au sol, il est en dessous comme ça, il est à l'aise. Ah, c'est quoi? Faut que je sois en dessous, à quel moment je suis en danger? En fait, on comprend pas, on sait pas tant qu'on l'a pas vécu, en fait. Donc, je sais plus c'était quoi ta question, mais l'idée c'est que euh, quoi qu'il arrive, quelqu'un qui a pas pratiqué, ce qui se disait les Gracie, c'est que là ils avaient de l'or en fait. Parce que bah, quand ils allaient à l'UFC, tu vois bien, les mecs, dès qu'ils arrivent à ramener au sol, tout le monde était perdu. Ah, c'était des tortues sur le dos. Donc tout ça pour dire quoi? Pour revenir du coup à ta question que je me rappelle maintenant, c'est que la différence entre la culture en dehors du tatami, entre JB et la UTR, il n'y en a pas vraiment. C'est juste que eux, ils ont eu vraiment une vision, mais les deux sont nés au Brésil, se sont développés au Brésil et se sont développés dans la même ville sans vraiment avoir vraiment d'interaction entre les deux, une grosse interaction. Mais le jiu-jitsu brésilien a développé ce lifestyle qu'on connaît, surf, açaï, je finis de m'entraîner, je vais sur la plage, ce côté en fait qui disent au Brésil playboy, tu vois, bourgeois si on peut dire ça en France, même c'est un peu différent. Mais il y a ce côté playboy, tu vois, j'ai mon kimono sur l'épaule, je vais à l'entraînement. Après l'entraînement, je vais manger mon açaï. Après, je vais boire mon eau de coco sur la plage. Je vais surfer un peu. Voilà, c'est la vie du jujitsuka
pas vraiment, mais voilà, c'est ce qu'ils ont vendu comme image. Et je pense qu'ils se sont beaucoup inspirés du développement du surf aussi, tu vois. Quand ils ont vu le surf, t'as envie d'y aller parce qu'il y a tout le lifestyle, tu vois, qui est autour. Ah, c'est génial, ah, j'ai les cheveux, tu vois, je vais manger de la saillie ou je sais pas, il y a tout ce lifestyle de je voyage partout dans le monde, je suis beau gosse, je suis tout le temps bronzé. Bon, je pense qu'ils se sont inspirés de ça et après qu'ils se sont inspirés aussi du judo pour d'autres choses pour pouvoir montrer que c'était les meilleurs, tu vois. Mais en vrai, en dehors du tatami, la réalité vraiment, c'est que c'est la même chose. C'est parce que c'est né dans la même ville, quoi. Tu as parlé de la difficulté de, en gros, répondre à une situation que tu connais pas en termes de stress quand quelqu'un vient t'attaquer au final de manière très rapprochée comme ça. Pour peut-être les pratiquants et les pratiquantes qui nous écoutent et qui ont encore de la peine sur cet aspect de prise de décision sous conditions de stress, comment est-ce Ouais. que toi tu l'approches pour les pratiquants et comment est-ce que tu l'enseignes pour améliorer justement cette capacité de lucidité dans ces moments difficiles? Bah, en fait, il faut que l'objectif il soit simple. C'est là, on revient à la même chose que tout à l'heure, c'est que si à tes élèves tu leur donnes 3, 4, 5 consignes, et c'est compliqué au début. Ton cerveau il fonctionne pas bien, c'est normal, tu vois, t'es sous stress, t'as du mal à comprendre, attends, faut que je pousse là, mais le coach il m'a dit ouais mais en fait si jamais fait ça, je peux faire ça aussi, machin. Et donc c'est pour ça que les combats à thème, ils sont importants. Et dans tes combats à thème, tu vas avoir plusieurs niveaux de pratique. Et donc au début, si tu vois que tes élèves, bah, ils sont très 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 débutants, bah, tu les enfermes vraiment dans un truc tout petit. Ou en fait, imaginons, encore une fois cette histoire, euh, non, on va faire simple, plutôt position montée. Donc il y en a un qui est sur le dos et l'autre qui est en position, pour ceux qui connaissent pas la montée, c'est la position à cheval. Ok? Donc je suis assis sur le ventre de mon adversaire, mes genoux au sol. Celui qui est en dessous, il veut sortir. Comment, au début, ils connaissent rien du tout. Qu'est-ce qu'il doit faire? Eh ben, je vais lui dire, tu dois sortir, peu importe comment tu veux faire. Je vais te donner les armes, ça va être soit de pousser au niveau des hanches, soit de pousser au niveau du genou, et de remettre ton adversaire entre les jambes. Si tu n'y arrives pas, tu peux essayer de le mettre sur le dos. L'un ou l'autre. Et celui qui est au-dessus, il doit juste essayer de rester au-dessus. Il a pas au début, tu peux même lui dire, il a même pas le droit d'attraper. Il va juste prendre ses appuis, ses bases, sa base. Ok? Et donc là, celui qui est au-dessus, il n'a pas le droit de prendre de contrôle, il a juste le droit de poser ses mains par terre. Et celui qui est en dessous, il a le droit quasiment de tout faire. Bah forcément, normalement, celui qui est en dessous, il va au bout d'un moment y arriver. S'il n'y arrive pas, bah je réduis encore plus. Et s'il y arrive, bah, au fur et à mesure, ah bah maintenant celui qui est au-dessus, il a le droit d'attraper, il a le droit de prendre des contrôles sur toi, il a le droit de mettre ton bras ici, et ainsi de suite. Et donc je pense que en réduisant, c'est comme, tu vois, au club, on a un très bon coach de boxe anglaise qui s'appelle Yacine Ben Maouya. Et tu vois, j'aime beaucoup, j'ai fait un peu de boxe anglaise avec lui, et j'ai beaucoup aimé comment il m'a amené ça. Parce que, bah ouais, je suis un mec du sol, moi les coups, c'est pas trop mon truc. Euh, et du coup, il m'a amené ce truc-là de, ok, au début, tu vas apprendre juste, l'autre en face, il a le droit que de t'envoyer le bras avant en direct. Il a que ça comme arme. Que ça. Et toi, tu as le droit à toutes les protections, mais on va travailler une au début. Ça va être juste, je sais pas comment on appelle celui-là, voilà, en bouclier, là. On va juste fermer devant. Boum. Ok. Ensuite, tu as le droit de venir chasser. Ensuite, tu as le droit de venir esquiver. Et au petit à petit, tu vas développer tes défenses, mais juste avec un seul stimulus, c'est juste le bras avant en direct. Et puis maintenant, ok, là c'était bien. Maintenant, on va rajouter le crochet. Ok, crochet, ben, on va voir aussi l'esquive où je vais venir en dessous. Je vais venir me protéger là. Maintenant, il a que le droit au crochet. Et après, il va commencer à pouvoir faire les deux, en direct et crochet. Et ben en fait, c'est cette même méthodologie-là qu'il faut utiliser au sol. Au début, l'attaquant, il a le droit que à une possibilité. Donc je sais déjà qu'il en a qu'une seule. Je sais qu'il a le droit que de faire ça. Et après, il a le droit à une deuxième, et puis une troisième, puis une quatrième, puis une cinquième, et puis après, il a le droit à tout. Et donc, c'est comme ça, je pense que petit à petit, tu donnes confiance à tes élèves, et que bah, dans leur cerveau, ça va se connecter petit à petit, et qu'ils vont comprendre, ok, bah, il est en position de monter sur moi. Je vais essayer de le pousser vers le haut. Et je vais essayer de mettre mon genou au milieu pour reprendre de la distance. Ça a marché. Maintenant, quand j'essaie de le pousser, il a compris, il pèse, et j'arrive pas à le monter. Et bah, cette fois-ci, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ses genoux, normalement, il force pas avec ses genoux. Parce qu'il peut pas efforcer avec son bassin, et avec ses genoux en même temps. Donc c'est l'un ou l'autre, soit le bassin, soit les genoux. Donc le bassin c'est lourd, eh ben ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le genou. Hop, je pousse le genou, ça marche. Maintenant je pousse le genou, il résiste. Le bassin. Ah les deux ça marche pas, ça veut dire qu'il est très collé à moi, ça veut dire que je peux le renverser. Et quand tu vas construire comme ça ton enseignement, eh bien c'est comme ça que tes élèves ils vont apprendre et ils vont comprendre et ils vont plus être paniqués parce qu'ils vont savoir qu'à un moment
c'est soit le bassin, soit ici, soit je le renverse. Sauf que si tu lui as donné déjà les 3 aspects dès le début, les 3 réactions possibles, il risque d'être perdu. Donc tranquillement, on va lui donner le premier, et après le deuxième, et après le troisième. Ouais, c'est super intéressant, ça fait écho à ce que je mets en place pour la formation que je donne sur la planification de l'endurance pour les coachs. Et au début, faut mettre beaucoup de contraintes. Donc comme tu disais, il faut vraiment minimiser le nombre d'options qu'ils ont et il faut vraiment juste qu'il y ait une ou deux options parce que si tu donnes champ libre, le fameux problème de la page blanche, quand tu as une page blanche et que tu dois la remplir avec un programme, tu sais pas où commencer, tu sais pas quoi faire, tu sais pas comment structurer les choses. Alors que si je te donne déjà un plan de semaine, je te donne déjà quelle intensité il s'entraîne, combien de temps chaque jour, quelle modalité. Ensuite, je te dis que tu peux que modifier ces 2 entraînements dans la semaine. Donc, qu'est-ce que tu ferais ici entre A et B? C'est beaucoup plus simple que vas-y, démerde-toi et puis essaye d'écrire tout depuis le début. Donc, c'est intéressant cette idée au final, de simplifier en termes d'options, en termes de possibilités pour vraiment, en fait, développer la compétence que toi, que tu veux qu'ils aient. Et en plus, dans le monde de la lutte à livrer, le fait de prendre les bonnes décisions dans le bon ordre. C'est-à-dire comprendre en fait la séquence où le si ça, donc ça, comprendre la suite logique en fait d'une position, de quelque chose que tu observes ou que tu ressens et donc de la solution qui vient derrière. Et je trouve intéressant le parallèle qui fonctionne dans les deux. Mhm. Si tu es coach prépa physique ou kiné et que tu veux enfin maîtriser la programmation de l'endurance, tu peux rejoindre ma formation accompagnée, le Mastermind Endurance de Upside Strength. La saison 5 débute en septembre 2026. Tu peux rejoindre la liste d'attente en cliquant le lien dans la description et reste bien jusqu'à la fin de ce podcast pour en apprendre un petit peu plus sur cette formation et comment elle se déroule. Ouais, ouais. Non, l'idée, c'est ça. Et souvent, en fait, la facilité. Mais je sais pourquoi. Parce qu'aussi, c'est tellement complexe le sol que les profs, c'est difficile pour eux. Et encore une fois, moi, c'est pour ça aussi, comme moi dans mon accompagnement, je leur propose, OK, vous prenez pas la tête, les gars. Moi, c'est enseignement clé en main. C'est moi qui fais ce travail-là. C'est moi qui ai l'expérience de pratique, continue de m'entraîner, etc. Moi, je vais vous faire chaque semaine ce que vous devez enseigner. Donc, chaque semaine, ils reçoivent vraiment ce qu'ils doivent enseigner. Et en plus de ça, derrière, on fait des coachings où justement, on va faire de l'analyse de combat aussi pour que eux-mêmes améliorent leur regard en tant que expert, professeur, tu vois, sur un combat. Ok, là on a travaillé les clés de genoux. Ok, on va étudier un mec qui est très fort en clés de genoux. On va regarder comment il fait en combat. Donc au début, ils ont eu les principes, les concepts, les techniques et les sparring à thème pour faire travailler, pour eux-mêmes travailler, mais aussi faire travailler leurs élèves. Et derrière, on va voir aussi en combat comment le mec il a trouvé les astuces pour tromper le gars. Je vais faire croire que je vais là-bas, mais en fait je veux la cliquer là. Je vais attaquer, je vais toucher une jambe parce que le cerveau, comme ça, il va se dire que c'est cette jambe-là qui est en danger, mais en fait, non, il va sur l'autre. Et ainsi de suite, tu vois, il y a des petites astuces comme ça en combat, mais ça, tu peux que le voir sur des combats à haut niveau, ou sur des combats où tu peux que le sentir en étant en situation, tu vois. Et je pense que c'est vraiment la clé. C'est de comment tu vas amener progressivement vers, tu vois, comme je disais tout à l'heure, la situation, tu la connais pas du tout, tes ceintures blanches, comment je vais t'amener vers un niveau ceinture bleue ou violette ou peu importe, tu vois, en imageant, tu vois, le truc, pour pouvoir progresser et avoir une bonne compréhension là-dessus. Ouais. Donc je pense que c'est vraiment important ces différentes étapes, mais ça, c'est pas donné à tout le monde, et c'est normal, c'est pas grave, c'est comme on disait tout à l'heure. Donc il faut accepter et dire, ok, moi de toute façon, j'ai pas le temps. Je suis déjà professeur, des fois j'ai aussi un autre taf à côté, j'ai une vie de famille, j'ai pas le temps d'aller acquérir cette expertise-là. C'est pas grave, je vais la confier à quelqu'un d'autre, je vais lui faire confiance et je vais essayer de l'appliquer derrière. Qu'est-ce qui manque le plus à l'heure actuelle, à ton avis, dans les sports de combat quand on parle de gestion de la charge d'entraînement et récupération pour les athlètes ou juste les pratiquants de manière générale? Bonne question. Moi, tu sais quoi? J'utilise un truc, ça m'a révolutionné. Il est juste là, et je pense que tu connais, c'est le Whoop, Ouais. W-H-O-O-P. J'ai pas des parts dedans, dommage d'ailleurs. Mais ça m'a changé pour ma récupération. Et c'est pour n'importe qui. C'est-à-dire que je vois beaucoup de gens, beaucoup de mecs aujourd'hui qui rigolent un peu de tout ça. Mon téléphone m'a dit qu'aujourd'hui j'étais fatigué, alors je vais pas trop faire. L'intelligence artificielle, en gros, aujourd'hui te dicte ce que tu dois faire. C'est pas te dicte, c'est il te donne des astuces ou il va te dire dans quel état tu es aujourd'hui. Et c'est ton cœur, ton rythme, comment tu as récupéré la nuit, ton niveau de stress dans la journée. Enfin, c'est tout ça qui est pris en compte. Et puis à la fin, il te fait un bilan, il te dit, voilà, aujourd'hui, tu es comme ça. Donc,
fais attention quand même, peut-être que tu pourras pas pousser autant que sur un autre jour. Bah, au moins tu le sais, tu vois. C'est pas genre, ah, je comprends pas aujourd'hui, je suis fatigué. Tu sais, t'as prévu une grosse séance avec des champions du monde, et puis la nuit, elle était pas bonne, mais tu te dis quand même, ah, peut-être quand même j'ai bien récupéré, on verra bien. Tu sais, tu peux t'éviter des choses comme ça en ayant les bonnes métriques. Mais la problématique, c'est que moi, toute ma carrière, j'avais pas de trucs comme ça. Ah, on te dit, alors t'as des questionnaires, je sais plus comment ils s'appellent, tu les remplis, clac, 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 puis à la fin, tu sais si t'es en surentraînement. Mais la réalité, c'est pas de savoir si t'es en surentraînement, mais c'est plutôt en quelles conditions tu es aujourd'hui et comment tu vas pouvoir pousser ou non. Mais en vrai, ça, si t'as pas, à part ça, il y a rien en fait qui va te le dire. Ah ouais, tu vas prendre le pouls, tu vas prendre ci, tu vas prendre ça, mais tu penses franchement qu'on va se faire chier à faire ça? Les mecs du PSG, bon aujourd'hui je pense qu'ils ont tous ça. Quand tu regardes un petit peu, la plupart ils ont ça. Aujourd'hui de toute façon tous les sportifs de haut niveau quasiment ils ont ce truc-là. Le Whoop ou alors il y en a d'autres aussi, mais c'est ce qu'ils ont et c'est ce qu'ils utilisent pour savoir à quel niveau de fatigue on est. Ah aujourd'hui je suis bien, bah je sais déjà que je vais pouvoir pousser. Et franchement, à chaque fois, même si je regarde, alors, imaginons je regarde pas exprès des fois pour voir si c'est pas dans ma tête ou quoi que ce soit, mais je sens tout de suite en fait, je le vois. Il y en a de certains, je peux faire, je sais pas, 10 sparring, et puis il y en a d'autres, je peux en faire que 3 quoi. Et quand je vais regarder, ah bah ouais, ma nuit a pas été bonne, ou j'ai pas bien récupéré, ou j'ai pas bien mangé, ou j'ai pas bien, je me suis pas bien hydraté, etc. Donc je pense que quoi qu'il arrive déjà la base, c'est d'avoir un outil qui nous permet de savoir dans quel état physique on est aujourd'hui. Et en fonction de ça, bah, on va pouvoir plus ou moins pousser au niveau de l'entraînement, que ce soit pour la prépa physique ou que ce soit pour l'entraînement sur le tatami. Et ça va être un vrai outil. Ah, je vois que je suis complètement dans le rouge et tout, bah c'est pas grave, tranquille, je vais aller me reposer, ou je vais aller faire de la récup active, je vais aller trottiner tranquillement. Je vais avoir une pratique différente, quoi. Mais je pense que c'est important déjà d'avoir un outil, tu vois, parce que la plupart, c'est un peu trop, on s'écoute. Mais au final, il y a l'ego, le combattant, c'est moi, je suis pas une biatch, tu vois, je suis un combattant, hein, donc je m'en fous, ah, je suis fatigué, mais j'y vais quand même. Et moi, ça a été ça toute ma vie. Sauf que quand j'y repense, je me rappelle qu'il y avait des fois, tu vois, je sais pas, à 25 ans, j'avais même pas de libido, tu vois. Parce que, euh, parce que bah, aujourd'hui, je comprends que bah, mon taux de testostérone était très bas. Pourquoi? Parce que je buvais pas assez, parce que je mangeais pas bien, parce que je m'entraînais tu vois, je m'entraînais 3 fois dans la journée. Toute la journée aussi, j'allais à la fac, enfin, tu vois. Tout ça mis bout à bout faisait qu'à la fin, bah, pendant une période, c'est pas normal, quoi, tu vois, à 25 ans, normalement, t'es à fond. Mais là, ouais, pendant une période, je me rappelle que j'ai eu ce truc-là, tu vois, ouais, pas de libido, quoi, ou je sais pas, ou d'autres trucs, je sais pas, ah, je suis déprimé ou autre, bah, mais ton taux de testostérone, il est bas, tu vois. Donc, bref. Du coup, je pense que déjà d'avoir un outil de, de contrôle, soit pour voir vraiment où t'en es, je pense que c'est vraiment important. Bon, l'Apple Watch et tout, c'est pas vraiment des outils très poussés. Donc moi, je vous pense, si j'ai un conseil à vous donner, c'est le Whoop, W-H-O-O-P. Euh, et puis, vous prenez ça, alors, il y en a d'autres. Et puis derrière, au moins, ça peut vous permettre vraiment d'adapter vos entraînements, l'intensité de vos entraînements, vraiment sur le terrain, quoi. Voilà. Mais après, voilà. C'est dans l'idéal. Maintenant, sur le tatami, bah, tu le vois avec l'expérience, tu vois comment tes élèves y sont, tu vois. Euh, un petit exemple, c'est souvent, moi, je donnais des cours le soir à 20h30. 20h30, 22h. Sur Paris, c'est normal, tu vois. Dans d'autres pays, c'est pas forcément, c'est trop tard. Et je voyais tout de suite, tu vois, les mecs quand ils arrivaient. Les mecs blancs cadavres, fatigués, bah normal de leur journée et tout. Mais en plus de ça, à chaque fois, ça ne loupait pas. Je disais, ah, toi, ton dernier repas, c'était à midi et t'as bouffé un steak frites ou un McDo. Ah ouais, c'est ça, comment tu sais? Bah, va te regarder dans le miroir et tu vas voir, quoi. Ça se voit que t'es pas en forme. Ça se voit que ton corps, il est pas prêt à travailler. Donc voilà, après, ça, faut avoir l'œil un petit peu sur le tapis, mais après, les mecs sont là pour s'entraîner, ils veulent se buter. Bon, voilà, on peut pas faire grand-chose là-dessus, mais je pense que c'est bien de les diriger sur, les orienter sur bien dormir, bien manger, bien boire, et puis avoir des moments pour soi aussi. Je pense que c'est important. Ouais, ça, c'est peut-être quelque chose qu'on dit pas assez. Tu l'as dit là, hein, les bases de la récupération, elles sont assez simples, hein. Le sommeil, ça reste numéro un. La nutrition qui soit adaptée à ce que tu peux bien digérer et ce qu'il te faut pour performer dans ton sport. L'hydratation qui est au niveau, là aussi, de tes performances et de tes besoins. Le temps pour soi. Est-ce que tu peux parler un petit peu plus de ça et de l'importance de, des fois, sortir, en fait, de la discipline pour mieux y revenir? Ouais, alors des fois, t'es sorti un peu malgré toi, et je pense que c'est une bonne chose, tu vois. Les blessures, par exemple, tout simplement.
Hmm. Moi, tu vois, les moments où j'ai eu mes blessures, je me suis toujours dit, c'était spirituel ou religieux ou croyant, tu peux te dire, ah, c'est Dieu qui te dit, vas-y, prends un peu de temps pour toi aussi, t'as d'autres choses à faire. Voilà, ou l'univers, ou j'en sais rien, peu importe en quoi tu crois. Mais ça peut être, tu vois, quand j'ai eu mon hernie discale, ça a été 7 mois, bah, rien pouvoir faire, et du coup, j'en ai profité pour faire avancer mon club, pour faire avancer sur certaines choses, familiales ou autres. Ah, il y a je pense que tu es toujours retiré de l'entraînement à un moment, et à ce moment-là, je pense que c'est un moment aussi pour voir d'autres aspects dans ta vie que tu n'as pas eu le temps vraiment d'attaquer et de progresser dessus. Donc, c'est sûr que c'est dur, c'est un coup dur, mais il faut aussi se dire que l'entraînement, la vérité, c'est que l'entraînement, c'est une drogue. Donc, à partir du moment où tu as compris ça, c'est que tu sais que quand tu vas être arrêté, bah, oh, comment je vais faire, comment je vais faire, comment je vais faire, toute ma vie, elle oriente autour de ça. En fait, ok, calme, pas de souci, respire, tu vas travailler d'autres choses. Ça peut être même, tu sais, tu vas travailler j'ai jamais eu le temps de travailler la méditation. Bah, je vais aller faire de la méditation. Ah, j'ai jamais eu le temps. Moi, il y a eu un moment, bah, quand je me suis opéré des 2 épaules, j'avais jamais réussi à valider mes examens. Parce que je m'entraînais 3 fois par jour, j'allais à la fac, j'avais mes compétitions et tout. Il y avait certains modules que j'avais jamais validés. Bah, pam, quand j'ai eu ça, je me suis mis ce focus là. Ok, c'est pas grave, j'ai 3 mois, 4 mois, 6 mois. Bah, vas-y, c'est pas grave, je me mets dedans à fond. Et je me suis mis dedans à fond et c'était parti. Voilà, à chaque fois, il y a eu un truc sur lequel j'ai réussi à avancer en parallèle de mes entraînements. Et à partir du moment où tu as compris que c'était une drogue, bah, tu te dis juste, ok, calme, c'est pas grave. Il y a d'autres façons de progresser, tu vois. Tu peux regarder des vidéos, tu peux apprendre différemment, en fait. Il y a plein de trucs pour apprendre différemment. Et puis, il faut te dire aussi que ça revient vite. C'est très dur la première semaine. Waouh, et c'est pareil. Faut pas hésiter sur ton premier mois à aller t'entraîner avec des ceintures blanches. Tranquille. Et c'est pas pour aller te venger de tout ce qui t'est arrivé sur ces dernières semaines, mais c'est plutôt de reprendre tranquillement tes automatismes. Et vaut mieux aller avec des ceintures blanches qu'aller avec des ceintures noires. Sauf si t'as un vrai pote de la mort qui tue, qui lui va vraiment se transformer en ceinture blanche organisée et qui va te faire travailler, tu vois. Mais la Hmm. vérité, c'est que ton pote, il va vouloir quand même te défoncer parce il a la nostalgie de vos sparring de la mort avant que tu te blesses, tu vois. Donc en général, ça va pas fonctionner. Mais mais ouais, je pense que quoi qu'il arrive, la blessure c'est une bonne chose. Enfin, faut se dire ça en tout cas, et que derrière c'est un moment où tu peux évoluer sur d'autres choses, et que derrière ça, tu peux aussi avoir l'opportunité d'apprendre différemment ton sport et d'avancer quoi. Pour toi qui passes beaucoup de temps à enseigner aux coachs comment mieux enseigner, c'est quoi pour toi les différences majeures entre un pratiquant, peut-être même athlète dans la discipline qui performe et le fait de vouloir coacher, enseigner la discipline à d'autres? Parce on voit souvent ce parallèle entre, on le voit, alors je dirais peut-être plus souvent, mais à toi de me dire parce que je connais bien plus mal, on va dire, votre monde que le mien. Mais en coaching sportif, par exemple, j'aime le sport, je m'entraîne beaucoup. Ah ben, je vais devenir coach sportif. Sauf que être bon dans ton sport et s'entraîner beaucoup, c'est pas la même chose que transmettre aux autres. Donc, comment tu vois cette transition pour ceux et celles qui adorent pratiquer et qui veulent passer coach, mais qu'est-ce qui manque en général à ces gens-là? Bah écoute, c'est ce que je disais tout à l'heure, tu vois. Je pense que ce que je vois beaucoup, c'est pas ceux qui sont dans mon accompagnement, parce que en général, c'est des gens qui ont plus de 40 ans, ça fait des années qu'ils font ça, qui aiment se former, et qui m'ont choisi un peu comme leur leader à eux, tu vois. De partager mon expérience, tu vois, que ce soit aussi bien pour la pratique, pour l'enseignement, pour comment entreprendre dans le monde des sports de combat, monter un club, gérer les élèves, etc. Donc, moi, je suis là pour leur partager un petit peu tout ce que j'ai fait toutes ces années-là, et aussi de leur donner vraiment cette méthodologie euh, clé en main. Mais en fait, ce que je vois beaucoup chez les professeurs, c'est je veux ce statut de professeur, mais je l'incarne pas en fait. C'est je viens à l'entraînement, enfin je viens donner le cours, bon je peux arriver en retard, je suis habillé n'importe comment, je vais m'asseoir dans un coin, je regarde les sparring, je vais pas aller me former à côté, je vais vouloir tester à ma sauce, enfin en fait tu dois être un leader, et tu sais je l'ai compris au fur et à mesure du temps, c'est que moi je suis un être humain, tu vois, j'ai rien, je pense pas avoir quelque chose de spécial. Sauf que les gens, bah, quand tu es le professeur, bah, si, tu as quelque chose de spécial. Tu es le professeur.
Donc ils attendent quand même quelque chose de toi et ils attendent à ce que tu sois inspirant pour eux. Parce que tu es le professeur, tu es là pour les diriger sur le tatami, mais tu es aussi un peu psychologue, tu es aussi un petit peu, je sais pas, assistante sociale, tu es aussi un petit peu, enfin, t'es tout en fait. Tu es manager, tu es nutritionniste, tu es des fois leur père ou leur grand frère, tu vois, donc tu es tout ça en même temps. Et donc il faut l'incarner ce truc-là, il faut l'accepter. Il faut pas avoir honte. Sinon, bah, sois pas professeur, parce que ça fait partie de notre travail en fait. Je sais pas, c'est comme peut-être, je sais pas, je vais peut-être dire une bêtise, j'ai jamais pensé vraiment à ça, mais ou vu que sous cet angle-là, mais peut-être un kiné, tu vois. Le kiné, bah, c'est pas juste, il vient, il te fait un massage, il te guérit. En vrai, il vient, il te parle, tu parles de plein de choses au kiné, et du coup, il va aussi bien te soigner que écouter aussi ce que tu vas lui raconter. Enfin, il y a un échange qui se fait. Bah là, c'est un peu pareil. Et malheureusement, je pense qu'il y a beaucoup de professeurs qui ne l'incarnent pas et qui font pas l'effort aussi d'aller se former et de se mettre aussi, de continuer à avoir cette place d'élève toute leur vie. Parce qu'au final, on est tout le temps l'élève, on doit être l'élève de quelqu'un. Si t'as plus personne qui t'inspire, s'il y a plus personne qui t'apprend quelque chose, en fait, bah, en vrai, tu t'évolues plus en tant que professeur, puis même tu régresses. Parce que le sport, lui, il évolue, la façon de s'entraîner évolue, il y a tout ça qui évolue. Donc si tu n'es pas un peu curieux et que tu vas pas chercher à te former auprès de quelqu'un ou être accompagné par quelqu'un, en fait, toi, tu demandes à ce que tes élèves ils t'écoutent, mais toi-même, t'es pas prêt à écouter quelqu'un. Donc, comment tu veux montrer l'exemple? Comment tu veux être un bon professeur? Tu peux pas être un bon professeur. Sauf si t'es, j'en sais rien, peut-être, il y a certains coachs, peut-être, ils arrivent à être, mais encore, tous, ils ont besoin d'écouter quelqu'un, de se former auprès de quelqu'un pour pouvoir continuer d'apprendre et continuer à être un meilleur professeur, quoi. Donc, non, je pense que ça, c'est le premier truc, c'est incarner qui vous voulez être, quoi. C'est pas juste le statut de je suis le professeur, machin, épaule en arrière, tu vois, je me la raconte. Non, c'est un vrai job, hein. C'est un vrai job passionnant. Je pense que c'est l'un des meilleurs jobs au monde. T'imagines, tu vois, toi, des jobs où tu arrives à ton travail et puis tout le monde est là, ah, s'il te plaît, coach, enseigne-moi, ah, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. T'as un statut quand même sympa dans la société et puis bah, Mm. dans le lieu dans lequel t'enseignes, c'est quand même génial. Donc maintenant, faut l'incarner. C'est pas juste être là, j'ai mon t-shirt avec marqué coach dessus et puis c'est bon, je suis le coach. Non, c'est incarne-le vraiment, sois vraiment ce professeur, sois un leader pour nous, Martial. Et puis voilà, ça commence par là, je pense déjà. Maintenant, si on monte à l'échelon du dessus, pour faire en sorte d'avoir un club qui tourne, qui fonctionne, quelles compétences doit acquérir le professeur qui veut développer son club et qui veut que son activité soit pérenne, au-delà juste d'enseigner et de transmettre, mais qui veut vraiment pouvoir en vivre, disons, convenablement au moins, confortablement, idéalement. Qu'est-ce qui manque en général à ce stade-là? Bah, c'est un peu la même chose, hein. C'est le mindset. C'est de se dire que tu vois ça comme un business en fait. Et je sais que c'est difficile. Moi, j'étais le premier à faire cette erreur-là pendant de nombreuses années. J'ai ouvert mon club de sport de combat, pas pour faire de l'argent, pas pour gagner de l'argent avec, mais parce que je voulais former mes propres sparring. Ça n'a rien à voir. Donc c'est pour ça que j'ai mis des 3 créneaux par jour, tous les jours, parce que je voulais que ça aille plus vite. J'avais besoin que les mecs ils progressent vite. Donc je mettais 3 créneaux. Mais du coup, à côté, bah, ça fonctionnait pas mon club. Tu vois, j'étais à Paris, j'avais 100 élèves. Mais c'est rien, 100 élèves, tu vois, pour une salle privée. J'étais à Paris. Donc l'objectif, normalement, c'est 250, 300, ça dépend de la surface que tu as. Mais c'est d'aller loin. Et moi, c'est quand j'ai eu ce shift-là de, non mais attends. Tu sais, l'histoire, c'est, que je raconte souvent, c'est, je donnais des stages un peu partout. Et une fois, j'étais allé en Slovaquie, à Levoča, pour ceux qui connaissent peut-être. Et normalement, non, parce que c'est un village, je sais pas combien il y a de centaines d'habitants et il y a pas grand monde, quoi. C'est une ville qui est connue en Europe, apparemment, parce que c'est le seul endroit où il y a la représentation de Satan dans l'église. Voilà. Donc, voilà, c'est la seule raison pour laquelle les gens vont là-bas. Et le mec là-bas, mon pote qui avait son club, un club, il a récupéré un hangar, ouais, pas de chauffage, pas de douche, rien. Mais bon, à l'ancienne, quoi, tu vois. Et le mec, il avait plus d'élèves que moi, alors que moi, je suis à Paris. Et donc, tu vois, je lui pose des questions et tout. Nanana. Et non, moi, je dis, non, mais attends, comment c'est possible que lui, là, dans son village, il a plus d'élèves que moi à Paris où il y a des millions d'habitants? Et je suis rentré, j'ai dit, non, c'est pas possible, quoi. En fait, ma vision, elle était pas bonne. C'est-à-dire que moi, j'avais mon club et je me disais, je vais payer mes factures grâce à mes stages,
grâce un peu à ce que je faisais aussi dans le digital, et grâce à ça, mais pas grâce au club. Et en fait, et à un bout d'un moment, je me suis dit, mais attends, mais j'ai un business physique. Il me coûte de l'argent tous les mois. C'est plus possible que je vois ça comme ça. C'est non, mon business physique va fonctionner et va me faire gagner ma vie et j'aurai plus besoin d'aller donner des stages à gauche à droite. Je continue de le faire parce que j'aime ça, mais ça allait plus être, j'allais plus être dépendant de ça. Et donc j'ai vu ça différemment. J'ai commencé à me poser les bonnes questions. Ok, mon planning, qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui se passe dans les clubs qui fonctionnent? Pourquoi mes tarifs peut-être ils vont pas? Qu'est-ce que je vais regarder ce qui se fait? Et ainsi de suite. J'ai regardé en fait tous les clubs sur Paris, en France. J'ai regardé les clubs vraiment que je sais qui fonctionnent, parce que certains disent qu'ils fonctionnent mais pas terrible. Ce qui fonctionne vraiment chez eux, pourquoi ça fonctionne, etc. Et j'ai fait un mix et un truc aussi un peu à ma sauce, avec ma personnalité, un truc un peu plus facile à gérer que les trucs un peu bourbiers. Et puis bah quand j'ai mis tout en place, pouf, ça a explosé, tu vois. Ça a explosé. J'ai pu ouvrir un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième club. Voilà, et jusqu'à aujourd'hui. Cette année, on va plutôt dans l'autre sens. Et voilà, pour tous ceux qui vont regarder, qui sont du club et qui vont dire ah c'est un menteur et tout. Depuis 2 3 ans, ça va plutôt dans l'autre sens. Je suis au Brésil, ça fait 6 ans. Donc ça va plutôt dans l'autre sens. Et du coup, aujourd'hui, en plus de ça, je suis vachement plus focus sur mon accompagnement avec les professeurs. Je pense que je peux beaucoup plus aider ce milieu en partageant mon expérience à des professeurs, leur faire gagner du temps, et que eux, après, à leurs élèves, bah, ils arrivent à transmettre peut-être d'une façon mieux ou différente. Je pense que c'est plus comme ça que je peux aider plutôt qu'en construisant des clubs un peu partout. Et du coup, aujourd'hui, je vais fermer. J'ai 3 clubs sur Paris, j'en ferme 2 pour en garder seulement un et me concentrer vraiment sur de la qualité, sur un seul club, avec juste une petite équipe de professeurs et de pouvoir voilà, contribuer différemment au milieu que jusqu'à présent ce que j'ai essayé de faire. Quoi. Tu as cité plusieurs fois l'accompagnement que tu proposes pour les professeurs justement dans la discipline. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus comment ça fonctionne, à qui ça s'adresse et qu'est-ce qu'ils vont en retirer concrètement de cet accompagnement avec toi? Ouais, bah écoute, cet accompagnement, je l'ai créé comme si c'était pour moi en fait, tu vois. C'est-à-dire que c'est pour des professeurs qui ont normalement plus de 35, plus de 40 ans et qui en fait ont un peu marre bah, d'être tout seul ou un peu en mode autodidacte. Tu sais, en fait, ce qui se passe dans l'histoire, c'est t'as ton club et puis tu te dis putain, c'est génial, j'ai mon laboratoire à moi. Je peux tester mes choses. Il y a des trucs que j'étais pas d'accord avec mon coach et aujourd'hui, bah, je vais pouvoir faire vraiment à ma sauce. Donc je vais faire comme je veux moi. Tu vois, donc tu vas essayer des choses. Donc au début, c'est bien, tu essaies des nouvelles choses, mais au fur et à mesure, bah, peut-être tu as court d'idées, ou peut-être que tu commences à rentrer dans une routine, à toujours faire un peu les mêmes choses, tu plus la même passion au bout de 10 ans que tu avais au tout début. Et puis bah, en fait, tu tournes un peu en rond et tu commences à voir tes élèves qui progressent plus forcément. Tu commences à voir tes élèves, peut-être même qui quittent ton club. Et puis tu commences à devenir ce prof que tu voulais pas devenir, ce prof un peu grincheux peut-être, ou ce prof bah voilà, aussi pareil au niveau de la rémunération, tu gagnes peut-être un peu moins d'argent au fur et à mesure. Et tu te dis, mais attends, il y a besoin d'un renouveau, il y a besoin de quelque chose. Mais par où aller? Comment je peux faire? Et donc c'est là où moi, mon accompagnement, il arrive. Alors déjà, bien évidemment, c'est pour des gens qui ont plusieurs années dans l'enseignement d'un sport de combat, peu importe lequel, et qui a envie de rajouter chez lui de la lutte à livrer. Alors ça peut être juste de prendre les techniques et de les rajouter dans du Krav Maga, dans du MMA, dans du Sambo, je sais pas, dans son jiu-jitsu brésilien, de juste prendre moi ce que je vais lui enseigner, clé en main, et de le mettre dans son club. Il n'est pas obligé d'être NR Fight, il n'est pas obligé d'être Nicolas Renier, il n'est pas obligé d'être, je sais pas, lutte à livrer. S'il veut pas, il veut pas. Moi, tout ce que je veux, c'est des gens qui sont motivés, qui sont prêts à être là. Voilà, on a 2 rendez-vous dans la semaine, un tous les dimanches avec les techniques, principes, concepts, sparring à thème de la semaine. Ça, ils le reçoivent le dimanche. Et après, en ce moment, c'est le mardi, on se fait un coaching tous ensemble, tous les coachs, tous ceux qui sont disponibles, pour pouvoir faire de l'analyse technique, pour parler de l'enseignement pour les ados, pour les enfants, peut-être l'enseignement pour les, tu vois, ce qu'on a parlé un peu pour les débutants, comment structurer son club, après tout le côté un peu business pour ceux qui veulent, je sais pas, ils sont à 50 adhérents, ils n'arrivent pas à décoller. Ok, bah qu'est-ce qui va pas? Bah est-ce que tu as pensé à, est-ce que tu as un site internet? C'est le truc basique. Ah non, j'en ai pas. Ah bah ouais, bah let's go, on y va. Maintenant ton site, tu vas essayer de le faire comme ça, comme ça, comme ça. Moi, je te conseille d'utiliser plutôt tel outil, ça c'est facile à utiliser, ou alors si tu as un peu de moyens, tu payes un développeur et te le fait, et puis let's go, tu vois. Enfin bref, essayer de les pousser un petit peu dans tous ces trucs-là, pour faire en sorte que bah, ils soient contents de leur club, que le niveau général il augmente, et surtout leur enlever une épine du pied, c'est qu'est-ce que je dois enseigner chaque semaine? Est-ce que c'est les bonnes choses que je vais enseigner? Est-ce que
c'est la bonne technique, la bonne stratégie, est-ce que tout ça c'est bon? Ok, moi je vais te partager mes trucs, pas forcément le meilleur du monde, mais il y a quand même de l'expérience, il y a quand même des choses que je vois régulièrement dans les meilleurs clubs au monde, et donc moi c'est ça que je te partage et que je t'enlève une épine du pied, tu vois. Tous les profs, c'est le jour même, la grande majorité c'est déjà ça, soit si tu prépares tes cours ça prend une éternité, soit tu te dis, oh, j'ai même pas eu le temps cette semaine, c'est pas grave, je vais remontrer la même clé de Brad que je monte depuis 10 ans, c'est pas grave, on va faire ça, puis après je vais appuyer sur le bouton, c'est sparring, ils seront contents. Sur l'instant, ils sont contents, mais au fur et à mesure, quand ils ne voient pas progresser, bah, ils sont pas forcément contents. Donc bref, c'est tout ça que moi j'apporte dans mon accompagnement. Plus après, bien évidemment, quand ils sont prêts, passage de grade, certification pour devenir professeur de lutte à livrer, s'ils le souhaitent. Et après, bah, commencer à remettre des grades aussi dans leur club. Aujourd'hui, il y a plus de 60 professeurs. Et moi, mon objectif, c'est d'arriver à 150 en France. Et après, d'attaquer un autre pays, ou en tout cas une autre langue, qui sera sûrement l'anglais. Parce que j'ai énormément de demandes tous les mois sur des Américains, je sais pas, bah, des gens un peu partout dans le monde qui souhaitent. Ils voient que je propose ça en français, mais je propose pas ça dans une autre langue, donc ils me demandent et puis on essaye de. Je ferai ça après dans une autre langue. Ouais. Magnifique. Bah écoute Nico, c'était en tout cas un grand plaisir de t'avoir sur le podcast. Merci de ta disponibilité. Tu m'as répondu rapidement et j'étais enchanté de voir que tu étais partant pour l'échange. Je salue au passage mes amis et collègues Loïc et David qui se reconnaîtront et qui te suivent avec ferveur. Je mettrai bien entendu tes liens dans la description pour qu'ils puissent aller voir la vidéo de comparaison que tu as faite sur ta chaîne YouTube entre le JJB et la lutte livrée. Et encore une fois, merci beaucoup. Et puis à la revoyure, comme on dit. Ouais, à très bientôt. Merci à toi pour l'invitation, ça m'a fait plaisir. Et puis bon courage pour ton podcast et tout ce que tu entreprends. Merci Nico, à bientôt. À bientôt, ciao. Le Mastermind Endurance, c'est pour les coachs prépa physique kiné qui souhaitent comprendre et programmer l'endurance pour leurs sportifs, athlètes, patients. C'est comme si on était à l'école, mais en distanciel. Ça permet de se former plus rapidement et de la meilleure des façons. La mise en pratique tout de suite, ça quand tu es professionnel, c'est vraiment top. Ça rend les choses beaucoup plus simples quand on se pose devant une feuille et pour écrire un programme. Le fait d'essayer de synthétiser toute ma pensée autour de l'endurance sur 12 semaines de formation. Tu as donné aussi une formation qui était pour moi très claire, sans trop d'informations. Tu as un support vidéo, tu as un support écrit, tu as un retour. Le fait aussi d'avoir chaque semaine un chapitre, t'es pas noyé dans une masse d'infos dès le départ. Là, ça arrive au compte-gouttes. La plateforme, elle est intuitive, il y a juste à cliquer, tout est à dispo. Avec les retours qui ont été extrêmement positifs. En termes de formation, sur tout ce que j'ai fait, c'est la meilleure structure que j'ai eue. Pour moi, c'est la meilleure formation que j'ai faite à l'heure actuelle. J'ai rien à dire sur ta formation parce qu'elle est vraiment, vraiment très très bien. Je suis très satisfait. Ça donne toutes les cartes en main d'un point de vue planification de l'endurance. Je travaille plus au hasard. Plus d'assurance et me sentir plus pro dans ce que je proposais. N'importe quel coach qui s'intéresse à l'entraînement, je pense qu'il a tout intérêt à faire ce mastermind. Et c'est via l'échange, via les questions qu'on peut vraiment faire une différence. Et puis cette dynamique qu'on a eue au niveau du groupe et qu'on continue à avoir aussi, franchement c'est top. C'est pas juste des vidéos à regarder, c'est un groupe. Il y a un groupe WhatsApp, il y a un groupe d'échange tous les dimanches soirs où on discute, où on se pose des questions, où on se challenge un petit peu. Le fait d'avoir un groupe, d'avoir les réunions le dimanche, d'avoir vraiment des vrais exercices à faire pratiques. C'est ce suivi-là en fait, d'avoir ces rendez-vous réguliers, ça aide à s'investir un peu plus. On s'entraide parce que ensemble on va plus loin. Maintenant, avec les connaissances que j'ai au niveau du mastermind, ça me permet aussi de voir tout de suite si on va dans la bonne direction ou non. Je me casse plus la tête, je vais beaucoup plus vite à faire mes programmations. Je vois avec mes clients que tout de suite en fait ça fonctionne. Et du coup, c'est plus facile de répondre aux questions, de dire voilà, tu vas faire telle séance, ça va t'apporter à court terme et à long terme ça et ça. Et essayer de maintenir le plus possible cet aspect communautaire, créer une communauté de gens qui veulent réfléchir, qui pensent pas nécessairement tous la même chose, mais qui ont envie de se challenger, de réfléchir et d'avancer pour être meilleurs et essayer de faire un meilleur travail. Avant de te quitter, je voulais t'en dire un petit peu plus sur le sponsor de ce podcast. All You Need Nutrition est une marque de compléments alimentaires de la plus haute qualité made in France. D'ailleurs, quand ils m'ont contacté au début, ma femme, qui est nutritionniste de formation, avait pas mal de questions sur les différentes composantes qu'ils utilisent. Alors on s'est fait un call de près de 2 heures avec Myriam, qui est à l'origine de toute la gamme All You Need. Après l'appel, ma femme était très contente de toutes les réponses que Myriam a pu lui apporter et était plus qu'heureuse de collaborer avec une marque de cette qualité. Et si ma femme dit oui à une marque de compléments alimentaires, moi je suis les yeux fermés. Personnellement, j'adore leur whey que j'utilise après chaque entraînement en renfo ou alors dans mon yogourt le matin si je veux un peu plus de prot.
Elle est pas trop sucrée et le goût cacao est top. En plus, elle se mélange vraiment bien. Leur produit One est génial si tu veux un léger coup de boost, en plus de toutes les vitamines et les minéraux qu'il peut te manquer si tu t'entraînes sérieusement. Ma femme préfère prendre une seule dosette, moi j'en prends 2, alors assure-toi de trouver la dose qui te convient. Mention spéciale pour leur shaker qui est littéralement le meilleur shaker que j'ai utilisé ces 15 dernières années. Ça fait plus de 2 mois qu'on utilise leurs produits et on est vraiment très content de pouvoir travailler avec eux. Alors si tu veux soutenir ce podcast, clique le lien dans la description et découvre toute la gamme All You Need et utilise le code UPSIDE pour bénéficier de 10% de rabais sur ta prochaine commande. Merci et à bientôt pour le prochain épisode.